Bonjour, donc après ces petits soucis techniques, je vous prie d'excuser la présidente du conseil départemental du Finistère, Nathalie Sarabezol, et la vice-présidente en charge du dossier, qui au moment où l'invitation nous est parvenue avaient déjà d'autres engagements à leur agenda et qui m'ont demandé donc de les représenter. Donc pour ce témoignage sur la collaboration pour la mise en place du projet Litho 3D en Finistère, je vais vous indiquer les motivations du conseil départemental à se lancer dans ce projet et surtout à développer les partenariats pour ce faire. Je vous indiquerai donc les produits et les acteurs qui y ont contribué et vous préciserai le déroulement du projet ainsi qu'un début de valorisation de ces données. Alors le Finistère, c'est un département qui présente 1273 km de côte, soit un quart du littoral métropolitain. Et sur les 273 communes finistériennes, vous en avez 118 qui ont une façade littorale. C'est un département exposé à des risques, principalement inondations et submersion marine. Et nous avons 3 zones soumises à des plans de prévention des risques submersion marine et littorale, sur le nord Finistère, ponctuellement sur l'ouest du département et sur le sud du département qui est engagé dans un territoire à risque important d'inondation, un tri, qui constitue l'un des 3 tris bretons, l'un des 22 tris du bassin Loire-Bretagne et donc des 122 nationaux. C'est un département également qui avait une bande côtière que les élus du Finistère considéraient comme insuffisamment connue pour satisfaire tous les besoins des acteurs finistériens. Certes, il y avait des levées bathymétriques existants, mais morcelés et avec certaines données qui dataient parfois du 19e siècle. On avait des données topographiques qui étaient denses, mais insuffisamment précises. Et ensemble, il n'y avait pas de continuum terre-mer, puisque les zéros historiques altimétriques et hydrographiques étaient différents. Donc ainsi, pour répondre à un des enjeux du projet stratégique du département du Finistère, qui est de faire de la mer et du littoral un atout pour le Finistère, il est apparu nécessaire aux élus de disposer d'un socle de données de référence utilisable par le maximum d'utilisateurs, à la fois pour évidemment la prévention des risques de submersion marine et le suivi de l'érosion côtière, et également pour la protection et la connaissance de l'environnement, notamment par la fiabilisation des modélisations hydrodynamiques côtières, de lutte contre les pollutions et le suivi des habitats benthiques. Le tout évidemment dans un objectif de suivi des infrastructures littorales existantes et de faciliter leur implantation future, et surtout dans un objectif de développement économique, puisque le Finistère est assez en pointe sur les énergies marines et du coup la connaissance précise du fond marin et de la courantologie associée était relativement capitale. Il y avait donc un intérêt majeur pour le Finistère à mieux connaître, anticiper et préserver la bande côtière en développant un modèle numérique en 3D de la zone côtière. Alors, le département, du coup, en 2011, s'est lancé dans ce projet. C'est donc le premier département breton et le seul département pour le moment de la côte atlantique à avoir mis en place le projet Litho 3D. Ça coïncidait en 2011 avec l'évolution de sa politique inondation par débordement de rivières qui était complétée par un volet relatif à la submersion marine. Et il y avait également des aspects d'opportunité en 2011, puis des opportunités de calendrier, puisque la région PACA réalisait au même moment ce projet et que, comme cela a déjà été évoqué tout à l'heure par la vice-présidente, des opportunités de groupement pour un marché en commun se faisaient jour. C'était une période également, 2011, où on avait des cofinancements possibles et ça coïncidait avec le développement d'une plateforme de données numériques en Bretagne qui est la plateforme GeoBretagne.
Donc après cette présentation des motivations du conseil départemental à mobiliser des partenariats pour mettre en place l'ITO 3D, je vais vous présenter succinctement les différents produits et les différents partenaires qui ont contribué. Donc à la base, il y a eu des levées terrestres qui ont été réalisées sous maîtrise d'ouvrage de l'IGN en 2011-2012 sur l'ensemble de la Bretagne hors Morbihan, avec un cofinancement de l'Europe, la partie FEDER, de l'État, du Conseil régional et des conseils généraux des Côtes d'Armor et du Finistère. C'était un projet d'un coût de 1,42 million d'euros, 760 000 euros pour la partie finistérienne. Et ça a permis un gain important de précision puisque la densité de points est passée de 1 point tous les 25 mètres à 1 point tous les mètres et que la précision en altitude, qui était de plus de 1 mètre, a été réduite de l'ordre de 20 cm à peu près. Par ailleurs, donc, des levées bathymétriques ont été réalisées sous maîtrise d'ouvrage du département du Finistère en 2011-2012. J'en parlerai un petit peu plus loin, plus en détail. Ces donc 2 jeux de levée ont permis la réalisation de 2 produits. Une partie maritime fusionnée, puisque les données acquises sous maîtrise d'ouvrage départementale de levée bathymétrique ont été fusionnées par le CHOM avec des données bathymétriques préexistantes de l'Agence des aires marines protégées et celle de l'Ifremer également, qui en disposait sur une zone Natura 2000 en mer. Donc ce produit partie maritime fusionnée a été réalisé donc sous maîtrise d'ouvrage du département du Finistère, de l'Agence des aires marines protégées et du CHOM. Et enfin, le produit LITO 3D, partie finistérienne, qui constitue donc la fusion des données terrestres et bathymétriques, qui est sous maîtrise d'ouvrage du CHOM et de l'IGN. L'IGN ayant réalisé la fusion des données altimétriques et bathymétriques, le CHOM en ayant contrôlé la réalisation et assurant la diffusion de ces données. Donc vous avez là une carte du Finistère qui vous présente l'emprise des données du lidar topographique et du lidar terrestre. Et donc vous voyez également le nombre de communes qui ont une façade littorale. Pour aboutir à ce projet, les partenariats... Petit problème technique. Voilà. Pour aboutir à ce projet, les partenariats ont été formalisés autour d'un certain nombre de conventions. Donc il y a eu 6 conventions en tout, dont 4 qui concernaient directement le département du Finistère, le CHOM ayant 2 conventions avec les possesseurs de données bathymétriques préexistantes. Donc une convention pour la réalisation du référentiel altimétrique, convention donc entre l'IGN qui en était maître d'ouvrage, l'État, le Conseil régional et les départements des Côtes d'Armor et du Finistère. La convention pour l'attribution de la subvention FEDER, donc une convention entre l'État et le département du Finistère. Une convention donc de partenariat pour la réalisation de cette campagne de levée bathymétrique par laser aéroporté et pour la réalisation de ce produit LITO 3D, donc une convention entre le département du Finistère, l'État, le Conseil régional, l'Agence des aires marines protégées, l'IGN et le CHOM. Et enfin, une convention de groupement de commandes pour la réalisation des levées bathymétriques, une convention entre le département du Finistère et la région PACA, puisque une des originalités du projet a été la mise en place de ce groupement de commandes entre le Finistère et la région PACA pour limiter les coûts liés à la mobilisation des moyens pour réaliser ces levées et limiter également les risques liés aux aléas météorologiques. Donc ce groupement de commandes mis en place a permis donc une seule et unique mobilisation pour le territoire français à cette période-là, en 2012. Le coordonnateur du groupement de commandes était le conseil départemental du Finistère puisqu'il avait le plus de levées à réaliser dans le cadre de ce marché.
Alors, il a fallu une année pour lancer le projet. Entre le moment de la prise de décision de la maîtrise d'ouvrage par le département du Finistère, un premier semestre pour les bouclages de plans de financement, et ensuite, sur le deuxième semestre, la constitution du marché, son lancement et sa notification. Le marché public était un marché dans le cadre d'un appel d'offres international. Donc à noter que 12 sociétés seulement, dirons-nous, ont relevé les dossiers de candidature, ce qui montre la spécificité de compétences nécessaires. Et on a eu 3 dépôts d'offres avec une méthode d'analyse des offres et des critères et les résultats qui vous sont présentés là sur les critères de choix de ces projets. En termes de retour d'expérience, les points de vigilance qu'il nous a semblé important de vous signaler, c'était des points qu'on avait mis dans le marché pour l'analyse technique des offres, la nécessaire compréhension des spécificités locales et l'adaptation de la stratégie de levée à ces spécificités, le suivi de l'avancement du chantier sur le terrain et le reporting par le prestataire régulier et le contrôle qualité évidemment de l'ensemble des données mises en place. Donc le lauréat de ce marché public, ça a été un groupement constitué d'un mandataire français, la société Fugrogéoïde, d'une société australienne Fugrolads, avec des sociétés d'aviation Bloom et CAE Aviation. Donc c'était un marché pour lequel les échanges avec les prestataires se sont systématiquement faits en anglais. Le financement des données bathymétriques, vous l'avez là, le plan de financement. Donc c'est un coût de 3 millions d'euros avec une subvention à 40% du FEDER, un financement de l'État pour 600 000 euros. Vous avez le détail sur la droite des fonds de l'État mobilisés pour ce financement, un financement de l'Agence des aires marines protégées et du Conseil régional. À noter que le CHOM et l'IGN ont apporté aussi une contribution valorisée à hauteur donc de 115 000 euros pour le CHOM et de 46 000 euros pour l'IGN pour la réalisation de ce produit. Donc, une fois, fin 2011, choisi le prestataire, les levées commencent lors du premier printemps de l'année 2012. Et normalement, ça aurait dû être l'unique campagne de levée. Simplement, à la réception des différents jeux de données, on s'est aperçu très rapidement qu'une deuxième campagne de levée serait nécessaire pour atteindre les taux de couverture qu'on avait fixés dans le marché. Et malheureusement, il a également fallu une troisième campagne de levée à l'été 2013. Ainsi, l'ensemble des données ont été disponibles au 24 janvier 2014. Vous avez à droite, en bleu, le planning historique du projet et donc le décalage du projet lié à ces 3 campagnes de survol qui n'étaient historiquement pas prévues. Donc, une validation de l'ensemble des données par le CHOM en juillet 2014, puis la réalisation du produit fusionné bathymétrique et du produit litho 3D avec la fusion des données topo et bâti en fin d'année dernière pour une mise en ligne début 2015. Les difficultés qu'on a pu rencontrer sur ce projet, c'est principalement des difficultés liées au retard dans l'acquisition, en raison des conditions météorologiques qui n'ont pas toujours été favorables au développement de la technique LIDAR, la turbidité donc de l'eau assez forte et en Finistère nous avons beaucoup d'installations militaires et donc il y avait des droits de survol d'installations militaires à obtenir et donc parfois on avait des fenêtres météo qui étaient intéressantes mais qui ne coïncidaient pas avec des autorisations de survol parce qu'on risquait de couvrir une zone militaire pour laquelle il y avait des exercices en mer. Donc, ce décalage dans l'acquisition de ces données a donc impacté forcément la gestion du projet en termes de temps de suivi et également en termes d'avenants qu'il a fallu réaliser pour les différents marchés. Et on était par ailleurs tenu par une convention avec le FEDER qui nous donnait une date butoir pour avoir fini et transmis les pièces. Donc il a fallu jongler avec tout ça.
En termes de retour d'expérience, ça se fait avec un investissement fort, franchement, de l'ensemble des partenaires du projet, du prestataire, de l'IGN, du CHOM. En tant que maître d'ouvrage du volet bathymétrique, nous, on voudrait souligner l'importance de l'assistance du CHOM et son travail vraiment très minutieux pour la récupération et la validation des données. Et tout ça ne peut se faire que s'il y a un portage politique fort pour un département. Concernant la diffusion qui a été faite, alors là je vais vous présenter essentiellement ce qui a été fait par le département du Finistère en termes d'informations. Donc ça a été des informations essentiellement au lancement du projet, soit des informations à destination des collectivités au sein de ce qu'on appelle le Carrefour des gestions locales de l'eau qui se fait tous les ans, organisé par le réseau Idéal en Bretagne au mois de janvier. Mais également nous avons accueilli une mission mer et littoral de l'association des départements de France, donc au cours de laquelle nous avons pu présenter ce projet. Nous l'avons présenté également lors d'événements nautiques en Finistère. Évidemment, on a eu des conférences de presse au lancement du projet et en cours de projet pour dire où on en était avec des relais télévisés locaux. Les articles dans le Penarbed, en fait, c'est une revue qui va dans tous les foyers des Finistériens. Donc il y a eu une communication à 2 reprises vis-à-vis du Finistérien sur ce projet et ses développements. Par ailleurs, pour les universités, nous avons participé à un séminaire organisé par des masters sur les Bretons face à l'évolution du trait de côte. Et donc nous avons pu à cette occasion également présenter le projet qui est également sur notre page web évidemment. En termes de formation des utilisateurs, nous l'avions lancé en 2012 auprès d'une quarantaine d'utilisateurs qui s'étaient manifestés. Puis en 2013 pour le département du Finistère pour ses agents parce qu'on n'avait pas pu prendre tout le monde lors de la première session. Nous avons pour le moment différé la réalisation de formations qui vont reprendre en 2016 puisque comme on a eu des décalages sur la réalisation des levées, on attendait d'avoir réellement le produit fusionné pour relancer ce volet-là. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que les données litho 3D ont déjà été utilisées par essentiellement les services de l'État pour affiner la carte des zones basses en Finistère et la réalisation des PPR littoraux, notamment sur le territoire à risque important d'inondation. Ça a également servi pour l'identification de zones d'accumulation sédimentaire dans des ports. Dans le cadre également du plan Polmar, pour déterminer les hauteurs d'eau maximales au droit des axes de plan de pose de ces barrages contre la pollution. Évidemment, ça a été utilisé pour des études environnementales pour classifier les habitats et évaluer les stocks, et également pour connaître la topobathymétrie des zones potentielles d'atterrage des câbles de raccordement de fermes hydroliennes. Voilà, donc je précise que les conditions d'utilisation sont en open data sous licence EDALAB, que d'autres présentations dans la journée amèneront à expliciter ces valorisations. Évidemment, les diffusions se fait sous les différents portails connus. Et désormais, on va s'atteler à une stratégie de communication en fonction des publics cibles pour l'information, la diffusion, la formation des utilisateurs et si possible le suivi de l'utilisation des données. Et les retours d'expérience d'utilisateurs qui seront présentés aujourd'hui nous seront donc précieux pour cela. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Madame Saoud. Donc la région PACA ayant largement explicité son projet laisse la place à ses partenaires et aux autres régions de France aujourd'hui. Je souhaiterais compléter quand même le propos de Madame Saoud en disant que on a fait exactement le même parcours, on a eu exactement les mêmes décalages. Il ne faut pas croire que l'outil d'acquisition de données était présent et a été décalé à 2 reprises et que nous avons pris 2 années de retard avec un outil présent en permanence. En fait, ce qui se passe, c'est ce qu'évoquait Madame Perrano tout à l'heure, c'est que nous avons passé des marchés avec un prestataire international qui avait des fenêtres
pendant lesquels il était présent en PACA et en Finistère, nous avions fait le pari que quand il faisait mauvais d'un côté, il allait faire beau de l'autre, manque de chance, 2 printemps pourris, et l'avion est resté par terre, aussi bien en Bretagne qu'en PACA. Et malheureusement, comme il s'agissait de prestataires, ils avaient des contrats ailleurs. Et on remercie le CHOM à certains moments de s'être pendu sous l'avion pour pas qu'il reparte, parce que malheureusement, au moment où l'avion partait au Japon, continuait ses projets, eh ben, il se mettait à faire beau en Bretagne ou en PACA. Donc le décalage que nous avons eu est dû à la forme administrative qu'a revêtu ce projet. Je pense qu'on peut dire ça. Et ce que nous évoquons maintenant, c'est une stratégie nationale où nous aurions un outil national qui, lui, serait prêt à satisfaire les besoins d'acquisition de données en fonction d'une météo réelle et non à partir comme ça. Pour vous donner juste les grands traits en PACA, 900 km de côte, 50 communes littorales, 1,5 million d'euros. C'était à peu près pareil. Le cofinancement, 50%, nous cette fois pour le FEDER. Nous l'avons pris sur une ligne TIC. 25% de la part des fonds d'État, le plan Barnier, 20% région et 5% de Toulon-Provence-Méditerranée. Voilà. Sinon, tout ce qui a concerné les décalages et autres, nous avons eu les mêmes. Vous précisez également qu'en fait, le traitement, mais ça m'arrive à le redire, mais en tant que collectivité, je préfère le dire à leur place, le traitement des données commençait à chaque posée d'avion et la livraison des données officielles, effectivement, s'est fait d'un bloc, mais la livraison des données se faisait au fur et à mesure, hein, pour rassurer les gens. On n'a pas attendu 3-4 ans, ni les uns ni les autres, pour avoir les premières données. Et lorsque se faisait jour des priorités de traitement, parce qu'il y avait des grands projets ou des PPRI en cours, effectivement, on ciblait le traitement de la donnée pour avoir ces données-là en priorité, ce qui a donné lieu d'ailleurs à l'utilisation en PACA de ces données sur le bassin de l'Argence, où nous avons eu malheureusement des morts il y a 2 ans, et donc la priorité avait été mise là-dessus. Et je pense que là, nous allons peut-être faire des traitements un peu plus particuliers sur Cannes et Valoris.